Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir amis auditeurs, Sahaf Talkom, merci de nous retrouver. On va passer ensemble 1 heure à essayer de décortiquer l'actualité selon le regard des journalistes ici présents ce soir. Il y a avec nous Saïd Jafar, directeur éditorial de Huffington Post Algérie. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Il y a Qadi Hussein, éditeur de Maghreb Émergent qui édite aussi éditeur d'Interface Média qui édite aussi Maghreb Émergent, le site d'information économique. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Et puis Abed Chaleb, journaliste chroniqueur, auteur de nombreux ouvrages. Bonsoir Abed. Bonsoir. Bonsoir à vous tous messieurs. Un tour d'actualité rapide pour voir un peu ce qui vous a marqué. C'est pas forcément l'actualité sur laquelle on va revenir aujourd'hui. On déboule dans un petit instant, Saïd. L'anniversaire de l'assassinat de Boudiaf, c'est un événement qui est marquant au plan de la symbolique. On n'en est pas sorti, y compris avec la décennie qui l'a accompagné. Voilà. Oui, on n'a pas fini d'en parler. Je vous proposerai d'ailleurs d'y revenir dans un petit instant parce que c'est l'actualité aussi, parce que son fils vient de relancer l'affaire et il veut ouvrir une enquête sur l'assassinat de son père, Hussein. Bon, un événement qui est à la base heureux, une naissance, un bébé qui est arrivé au monde hier. C'est le fils de Sarah, la fille du général Ben Hadid. Le général Ben Hadid n'est pas là pour célébrer cet événement. C'est un grand-père qui est en prison depuis septembre dernier à cause d'un entretien qui a accordé à Radio 1. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est intolérable. C'est une petite info. Est-ce que vous savez qu'Ain Flay est la plus belle ville du monde? Non, vous devez le savoir. Combien de classements? Combien de classés? Mais vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Les lauriers. Parce qu'il y a à Ain Flay, il y a un type qui s'appelle Belgassem Lamamri. Ouais. C'est un ancien facteur. On a été dans la même classe à l'école primaire. Et ce que fait ce type aujourd'hui, il s'occupe des SDF, des paumés, des mendiants, des gens que la vie a cassés. Alors il les prend, il les frictionne, il leur fait prendre des douches, il les rase, il les habille et il fait ça tout le temps, depuis des années. Je voulais lui dire merci. Ouais. C'est très bien. C'est la preuve que les Algériens sont bien aussi. On a tendance à les présenter comme des sales types, mais ils sont bien, les Algériens. Et il doit y en avoir un peu partout dans le pays, pas seulement à Ain Dafla. J'espère. Oui. Alors, tu as parlé, Saïd, de Boudiaf, Allah Rahmou. Je voudrais vous faire réagir justement pour commencer sur cette décision du fils de relancer cette affaire devant la justice, l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que, bon, on ne va pas revenir un peu sur la conjoncture, pourquoi maintenant et tout, mais est-ce que vous considérez, comme moi peut-être, je ne sais pas, qu'aujourd'hui cette question ou ce dossier de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, c'est l'enjeu de cette guerre des clans qui est lancée depuis maintenant un bout de temps. Bon, du point de vue de la justice, c'est un dossier clos. Il faudrait vraiment des arguments très solides pour pouvoir le relancer au plan judiciaire. Par contre, et la seule manière de le relancer qui relèverait de l'ordre du politique, c'est-à-dire que les autorités, Bouteflika, décident que on revoit le dossier, et c'est un peu sur ça que semble tabler le fils de Boudiaf, Nasser Boudiaf, en disant qu'aujourd'hui Toufik n'est plus en place, c'était lui le verrou, et il considère que le verrou a sauté. Moi, je ne suis pas sûr que le pouvoir va prendre le risque de relancer le dossier Boudiaf, mais à la limite, je peux penser que le groupe Bouteflika trouve que c'est du pain béni contre ses adversaires. À l'intérieur du régime, ça permet d'agiter une arme de dissuasion contre eux. Pourquoi tu dis que le pouvoir, tu es étonné que le pouvoir, tu penses qu'il n'ira pas jusqu'au bout, qu'il ne rouvrira pas le dossier de l'assassinat de...
Enfin, en général, c'est un truc assez compliqué de relancer des affaires qu'on a mis tellement de temps à essayer d'éteindre, essayer de la relancer d'une initiative directe du pouvoir me paraît un peu difficile. Par contre, elle peut être agitée, comme on a agité le TPI pour les généraux à un certain moment, peut être agitée comme une menace, voilà. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous étonne? Non, mais il faut faire la distinction dans cette affaire. Il faut distinguer les choses. Il y a le volet politique, le volet émotionnel, le volet historique, le volet justice. Si on veut aborder la question, il faut savoir de quel volet on parle. J'ai écrit un livre il y a 20 ans et j'avais disons, essayé de comprendre cette affaire-là. Je suis arrivé à cette conclusion. Si Boudiaf a été tué par le pouvoir, on va dire par le pouvoir commandité à l'époque, ça s'est passé à un tel niveau dans la hiérarchie que jamais personne ne saura la vérité. Maintenant, si c'est vraiment un acte isolé, ce qu'on ne peut pas exclure dans l'absolu, la justice est arrivée à cette conclusion. Si c'est un acte isolé, ça laissera des doutes jusqu'à la fin des temps. C'est le type d'affaire qui promet d'être relancé dans 1 an, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Voilà, c'est la Kennedy. Donc, sur le plan des faits, de l'établissement des faits et de la justice, c'est une affaire qu'on ne peut pas résoudre. Maintenant, on peut parler sur le plan politique. Le fils Boudiaf, aujourd'hui, qui pointe le général Toufiq, on peut lire ça comme étant une manière d'acculer un clan du pouvoir dans la perspective d'échéances politiques qui vont venir. Et donc, c'est un clan qui marque des points, qui définit son territoire, qui met les autres sur la défensive. Bon, et là, l'action du fils Boudiaf s'inscrit totalement dans une lutte de clan politique. Et on se rend compte que c'est deux choses totalement différentes. C'est encore plus différent si on veut parler de Boudiaf du 1er novembre. C'est un autre volet radicalement différent. Et puis, le retour de Boudiaf en tant qu'acte politique, aujourd'hui c'est un dogme de dire que Boudiaf est venu sauver l'Algérie. C'est un dogme qu'on ne peut même pas analyser, je ne parle pas de le critiquer. Il faudrait peut-être que cette question soit ouverte. C'est clair, c'est le grand malentendu historique, il ne faut pas faire semblant. Une semaine avant son arrivée, Boudiaf a fait une analyse implacable dans le quotidien d'Algérie, donc c'était le jeudi d'Algérie, c'était Chilfi, qui avait fait l'entretien, c'était implacable qu'il ne fallait pas arrêter les élections, il fallait aller jusqu'au bout, c'était un discours totalement cohérent. Mais la question, donc, voilà, je voulais juste revenir à cette difficulté de trouver un terrain sur quel terrain on va parler. Okay. Alors, il faut définir le terrain. Ça n'étonne pas finalement de se dire que tôt ou tard, l'affaire de l'assassinat de Boudiaf allait ressurgir. Maintenant que cette guerre des clans est enclenchée et que tout le monde sait qu'elle va aller jusqu'au bout et qu'on n'a pas fini d'en entendre, c'est pas étonnant d'entendre finalement que cette affaire peut aller jusqu'à la justice et peut-être que l'on en saura davantage que ce que l'on dit aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas d'autres affaires qui soient jugées. Moi, j'ai envie de dire... Celle-ci en particulier, elle n'est pas plus grave que la question de la disparition, des disparitions, par exemple, pendant les... Non, voilà, l'année prochaine, on sera en 2017, au mois de septembre. Ce sera le 20e anniversaire du massacre de Ben Talha. À peu près 1000 morts. Bon, là, on connaît la responsabilité de l'armée qui était aux abords, qui n'a pas intervenu, qui a laissé mourir une population civile, le chef de la première région militaire qui n'a pas bougé, le chef d'état-major qui n'a pas bougé, etc. Voilà. Si on veut accabler un clan, là, il y a des faits qui ont touché des centaines de personnes et qui ont sali l'image de l'Algérie. Dans le cas de l'affaire Boumaraf et Boudiaf,
Bon, sur le factuel, c'est difficile. Il y a eu 2 procès. Pendant les 2 procès, Marafi a dit c'était moi et je l'ai fait tout seul. Oui. Bon, voilà, on est obligé de traiter avec ça. Donc, dans une affaire de ce type, on est obligé de faire. C'est à la différence de l'affaire Boumalia Hachani, l'assassin d'Abdelkader Hachani, qui a dit qu'il avait agi sur ordre et il a dit au tribunal qu'il avait agi sur l'ordre du général Toufer. Bon. C'est pas vérifiable. Ça a été rapporté par toute la presse, sauf le quotidien d'Oran qu'il avait retiré en pensant qu'il était le seul à l'éditer. Il n'a pas dit qu'il a agi sur l'ordre de Toufer. Il a été menacé. Que le général Toufer est venu me menacer. Voilà. C'est pas agi sur ordre. Voilà une affaire où on a un acteur, à la différence de l'affaire. Bon, donc moi je suis pour qu'on aille sur les dossiers sur lesquels on a des choses précises. Mais oui. Le fils de Boudiaf, cite des noms. Il cite Belkhir, il cite Nazar. On a stoppé le bulletin d'information tout à l'heure sur Radio M parce qu'au moment de la lancer, on a été revérifier la source. On a eu peur que la source ne soit pas solide. Finalement, c'était TSA qui a publié. C'était TSA et on l'a publié. Oui. Donc, il cite des noms. Il cite la Marie, il cite Nazar, il cite l'Arabi Belkhir et Médine. Voilà. Donc là. Il a cité les gens qui représentaient le pouvoir à cette époque. Il est dans une dénonciation politique. Est-ce qu'il peut apporter des éléments de preuve à la justice? Ça, vous savez, c'est-à-dire dans le système judiciaire. C'est dramatique, mais pour une fois, à mon avis, le général Khaled Nazar est en position d'attaquer quelqu'un en justice et de le faire condamner. Le fils Boudiaf, sur un plan strict plan de la loi. Il peut l'attaquer en justice et gagner le procès. Et le contraire, tu penses, ne peut pas être fait aujourd'hui? J'en sais rien. Mais avec les données actuelles, Khaled Nazar a pour lui le verdict d'un procès. Voilà, c'est l'autorité de la chose jugée. Et donc là, il est accusé. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais voilà, mais comme en Algérie, on est dans un système où même quand il y a décision de justice, on reste sur sa faim, on est dans le doute, parce que il y a un doute sur le bon fonctionnement des institutions, leur légitimité, et ce qui fait que même une décision de justice qui est prise, elle ne clôt pas les affaires, du moins dans les têtes et dans les esprits, encore plus dans les cœurs. Voilà. Khaled Nazar a pris la parole encore il n'y a pas très longtemps. Sur le site Algérie Patriotique, où il est revenu sur... il s'est attaqué directement sur l'obligation de réserve des officiers, mais où il s'est attaqué aussi au chef d'état-major en disant qu'il avait des ambitions démesurées. Alors là, Khaled Nazar nous donne probablement l'information la plus importante des 2 dernières années et pour les 2 années qui viennent. Il nous dit que Gaïd Salah a envie d'être président. Ce qui permet de replacer beaucoup d'événements dans leur logique et beaucoup de choses deviennent compréhensibles. Moi, je me demandais autour de qui était en train de se réorganiser le pouvoir en Algérie après le départ de Toufiq Médiane. Et je ne sais pas pourquoi, on n'arrivait pas, c'était tellement évident qu'on ne voyait pas. On ne prenait pas la chose au sérieux, en fait. On n'imaginait pas que ça serait autour de Gaïd Salah. On cherchait, il y avait des appâts qui étaient lancés, Saïd Bouteflika, Chekib Khalil, des histoires totalement absurdes, complètement ridicules. Mais en fait, si c'est Gaïd Salah, comme le dit Khaled Nazar, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Et de mon point de vue, c'est une chose qu'il faut envisager de manière assez sérieuse. En fait, ce qu'il faut envisager, c'est que l'initiative de la loi sur l'obligation de réserve vient de Gaïd Salah. Il s'agit de faire taire les gens dans la perspective éventuellement d'une succession où ça soit lui ou bien son poulain, peu importe, qui va être mis en place. Et là, Khaled Nazar réagit fermement en disant qu'il n'en est pas question, qu'il continuera à parler. Et donc, on est dans un débat à l'intérieur de la maison même, c'est-à-dire l'armée. Allons au bout de cette logique. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de... quand je disais qu'il y a des choses qui s'expliquent. Gaïd Salah étant candidat, il est en train de baliser le terrain. Il veut faire taire ces gens-là.
une manière de les faire taire, c'est que le fils Boudiaf fasse partie de l'opération. Donc, on les accule. Et donc, on a un schéma qui est très classique, qui est très habituel en Algérie. On est très habitué à ce jeu. Et ça paraît tellement cohérent que ça devient sérieux. On peut inclure la manière brutale dont on gère KBC. Ça s'inscrit dans la même... C'est assez brutal, c'est militaire. C'est très militaire. Un petit mot. On bombarde, on fait table rase. Ahmed, s'il te plaît, je voudrais écouter d'abord... Non, moi je suis un peu déstabilisé par le fait qu'on réalise que Gaïd Salah est un candidat à la succession de Bouteflika. On en a parlé. D'abord, rendons au général Ben Hadid cette primauté d'avoir été le premier à annoncer qu'il y a un candidat qui s'appelle Saïd Bouteflika, de son point de vue, et il y a un contre-candidat qui l'empêchera de passer parce que lui-même veut être président, c'est Gaïd Salah. Ça, c'est le général Ben Hadid. C'est vrai qu'on a peut-être un peu dédaigné de regarder dans les yeux cette possibilité-là, mais elle a fonctionné depuis ce moment-là. Enfin, plus dédaigner la succession familiale que le sort du général Ben Hadid. Absolument, voilà. Absolument. Maintenant, la question, c'est effectivement, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie. En fait, on a une dégradation généralisée. On a un président qui faisait un peu de politique, qui a disparu. On le sent, ça s'est dégradé puisque c'est son frère qui sous-traite et son frère n'est pas politique. Il est impulsif, il n'est pas politique. On a un chef des services de sécurité qui assurait des équilibres et il a disparu. Le général Tartak ne ressemble peut-être pas tout à fait à la caricature que certains officiers de libre de l'AMP ont fait de lui, peut-être pas, mais il est dans un autre style, c'est clair. Il est dans un style de brutalité, ça se voit. Gaïd Salah n'ayant plus en face de lui le général Toufiq se lâche et imprègne sa démarche du style brutal qui le caractérise et qui fait que Nazar en parle dans les termes où il en a parlé. C'est de la stratégie de tension et aujourd'hui de plus en plus c'est la presse qui est en première ligne et qui le subit dans sa chair. Ok, alors permettez-moi une petite transition, j'ouvre une petite parenthèse parce que au passage, puisqu'on va parler du KBC, j'aimerais, ça va peut-être faire sourire Abed Cherif, mais je voudrais interpeller Monsieur Farouk Santeni. Je me demande à l'heure actuelle où se trouve Monsieur Farouk Santeni. Pourquoi est-ce que on ne l'entend pas, le président de la Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, n'est-ce pas lui qui en a fait beaucoup sur la détention préventive, ne serait-ce que sur la question de la détention préventive. C'est un abus, dit-il, à tout va. C'est l'une des plus grandes faiblesses de la justice. Alors, est-ce que ça s'applique aussi pour Mehdi Ben Aissa qui est en prison depuis vendredi dernier, le directeur de KBC? Est-ce que ça s'applique aussi pour Riyad Hartouf qui est producteur des 2 émissions qui ont été suspendues? Est-ce que ça s'applique aussi pour Nora Nedjaï, la directrice du ministère de la Culture, qui a donné l'autorisation de tournage? Où est M. Farouk Santeni? Je me permets de m'interroger là-dessus, peut-être pour l'interpeller sur ce sentiment qui existe aujourd'hui au sein de la presse, notamment indépendante, ce sentiment de pression pour faire taire la critique et la liberté d'expression. Je voudrais donner la parole. Avant d'aller aussi loin, où est M. Azdine Mehoubi? Où est M. Azdine Mehoubi? Azdine Mehoubi il a mis à la porte. Il a lâché. Pour moi, c'est un acte de lâcheté. Il a lâché un haut responsable de son ministère pour résoudre un problème dans le secteur de l'édition, dans un conflit. Alors que la justice n'a pas encore. Voilà. Et il n'a pas soutenu un ministre qui se respecte un petit peu démissionne dans des cas comme ça. Il démissionne. C'est le minimum de ce que peut faire un ministre. C'est le deuxième sourire de Abed Cherif après son TV, c'est Mehoubi. C'est toujours ces décalages qui... Vous êtes dans la fiction complète. C'est Farouk Santeni, défenseur des droits de l'homme. Vous voyez pas réellement ou là vous faites des illusions? D'ailleurs, il me rappelle, puisqu'on parlait de 92, de Boudiaf, de cette époque-là, moi ça me rappelle Ali Haroun. Ali Haroun, grand avocat, membre de la Fédération du France, du FLN, c'est pas n'importe qui. Qui est allé chercher Boudiaf. C'est quelqu'un qui a été dans l'histoire. Il a été ministre des droits de l'homme, qui a cautionné le fait qu'on mette des milliers de gens dans des camps, alors beaucoup d'entre eux n'avaient strictement rien fait. Donc Farouk Santeni, et dans ce rôle-là, ce sont les gens qu'on met sur la façade pour orner la façade.
et sur le terrain des droits de l'homme, des libertés, etc. Mais il dirige un office gouvernemental. Il faut arrêter de... Il défend le gouvernement. Tout ce que fait le gouvernement, il assume de temps en temps une sorte de fonction d'agitation critique, mais sur le fond, il défend le gouvernement. Mais passons sur Farouk Sadi. Voilà, exactement. C'est bien. La question que je me pose... Mais c'était important. La question que je me pose, c'est où est en train de nous conduire cette trajectoire de la montée de la répression? Est-ce que c'est réellement une appréciation du clan présidentiel, du clan dominant dans lequel se situe Gaïd Salah, dont on a parlé tout à l'heure, une appréciation selon laquelle il y a des forces qui peuvent déstabiliser, faire dérailler une succession maîtrisée, Mabinatom. Et à ce moment-là, on a identifié Issa Adrabarab, le groupe C'est Vital et les journaux, le groupe de presse qu'il a acquis, comme étant la machine de guerre, comme étant le dispositif qui va empêcher cette succession que eux considèrent comme devant leur revenir de fait. Donc, de mon point de vue, c'est une erreur parce que c'est une surestimation de la possibilité de ce groupe-là de faire dérailler le processus. Alors, si c'est ça, on est dans un premier scénario. Si c'est, et ce que je redoute, un scénario plus affûté, plus opportuniste, qui consiste à utiliser ce bras de fer avec Al-Barab juste comme un prétexte pour en réalité faire peur à tout le reste de la société qui va se mettre en position en configuration de lutte, qui va résister par rapport. Il y a eu des émeutes, nous depuis qu'on fait le bulletin tous les jours on suit, il y a des remontées du nombre d'émeutes en Algérie, il y a la centrale syndicale, la coordination des syndicats qui va lutter, chacun sur son front. Là c'est le front, de la retraite, etc. Alors peut-être qu'on veut nous faire peur à tous, y compris à nous les journalistes, en tapant très fort et au-delà de toute dimension, de proportion sur ces gens-là. Il y a deux éléments. Un, à mon avis, ils ont perdu la certitude que la succession se fera en 2019. C'est-à-dire, ils n'ont plus la certitude qu'ils peuvent aller sur du 2019, ça peut arriver à tout moment. Et du coup, comme ils n'ont pas de réponse, la seule réponse habituelle, c'est la répression. Il faut rétamer tout le monde, aligner tout le monde et empêcher toute velléité d'organisation d'une sorte de contre-solution, parce qu'ils n'en ont pas. La seule solution, c'est dans vraiment le régime. On est totalement dans le classique, comme dirait là. Ils n'ont pas de réponse. Il y a la réponse en général du régime, c'est l'argent qu'on donne ou bien le bâton qu'on utilise. Et là, l'argent est en train de se réduire et le bâton, on est en train de le sortir de manière ostentatoire et de manière assez forte. Ce qui arrive à KBC, c'est totalement démesuré. Ces gens-là avaient toutes les garanties de représentation. Il n'y avait aucune raison de les mettre en prison. Ils pouvaient être mis sous contrôle judiciaire dans le meilleur des cas, mais les mettre en prison, c'est totalement aberrant. On est totalement dans le contre-discours, c'est-à-dire on n'arrête pas d'en faire son tonné, on n'arrête pas de dire que ça va devenir l'exception, etc. Et on est toujours dans la règle. À chaque fois que la presse a gêné, il y avait un motif. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est selon vous? Toutes ces histoires de corruption qu'on a mis en avant, la presse en a fait beaucoup et elle continue aujourd'hui. C'est la succession et la préparation à la succession qui se fait aujourd'hui. Il faudrait se mettre dans la logique de ce pouvoir. Quelle est la matrice de ce qui se passe aujourd'hui? Si on admet qu'on est dans la logique de succession, il faudrait en tirer peut-être deux conclusions. La première, c'est que le concept de clan présidentiel est à revoir. Il a changé de nature, il a changé de contenu. Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika ne sont plus qu'une survivance d'un moment et on est derrière se prépare autre chose. Dans cette logique-là, ceux qui sont en train de préparer agissent à la manière de l'armée russe. Donc on met de l'ordre. On compte ses troupes, on compte les amis, on détruit les ennemis de manière très militaire. On pense on suppose, dans leur logique, on se dit qu'on en a pour, on va dire, 1 an, 18 mois pour baliser le terrain. Ceci, s'il n'y a pas d'urgence dans la succession. On est obligé d'aller dans la langue de bois pour éviter certaines choses. Désolé. Et donc, voilà, on prépare le terrain de manière méthodique
à la russe de manière très militaire. Et ce qui arrive avec les télés, la presse, etc., c'est presque des dommages collatéraux qui nous renvoient. Ça, il faudra aussi peut-être en parler. Il y a eu une polémique avec Hussein sur ça il y a quelques mois. Tout ce monde-là a été amené dans le gris, à travailler dans une marge où les gens sont... L'illégalité. C'est pas vraiment légal, c'est pas vraiment illégal. On est dans le gris. Et quand on est dans le gris, on se soumet, on ferme sa gueule. Je suis désolé, c'est comme ça. L'administration s'est mise en branle. Non, on l'a vu aussi. Je vais te donner la parole justement à ce sujet. Mais rappelez quand même un fait que l'administration s'est mise en branle. On l'a vu aussi dans le cas Watan, qui n'a pas pu rejoindre ses locaux pour cause de non-conformité de la construction. Le pouvoir est intelligent, quoi qu'on dise, malgré tout. Il va utiliser des failles pour saillir. Les mises en demeure qui ont été envoyées justement aux chaînes de télévision et peut-être aux médias électroniques demain, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de la démarche que l'on a ici même applaudi et que tu viens d'applaudir finalement encore? Bien sûr qu'il faut s'inquiéter, c'est évident, c'est plus que... Là on sent le souffle du boulet, enfin bon, alors ce que Abd appelle une zone grise, la zone grise, c'était pas prévu qu'elle dure aussi longtemps. Il faut quand même rappeler un petit peu, les télévisions sont apparues après une poussée populaire dans le monde arabe, les révolutions arabes. On a été obligé de faire des concessions en Algérie. Et ces concessions-là, elles sont comme le système algérien est fait comme ça, on les donne au compte-gouttes et entre-temps, la conjoncture dans la région s'est retournée et il y a eu une sorte de thermidor politique, ça, notamment en Égypte, qui fait que on n'était plus obligé de faire ces concessions. Et Bouteflika a tout arrêté. Et on a laissé cette zone grise se développer. C'est pas le choix des acteurs. Les acteurs pensaient... Prenons Haddad, il est dans la zone, d'une certaine façon dans la zone grise. Haddad, c'est un proche de Saïd Bouteflika. Haddad milite pour qu'il y ait des radios sur la bande FM, milite pour que la télévision soit ouverte, etc. Mais il n'arrive pas à faire passer ça. Il n'arrive pas à faire passer ça parce que le cœur du système que Bouteflika dont il est le marqueur idéologique ne veut pas de cette ouverture. Et finalement, il n'a rien cédé. Il n'a absolument rien cédé. Et aujourd'hui, on ne peut pas reprocher aux acteurs qui ont été enfermés dans cette trappe que tu appelles zone grise, d'être là-dedans. C'est pas leur faute. Ils pensaient pouvoir la faire avancer. D'ailleurs, je dis que ceux qui sont dans la zone grise ne doivent surtout pas fermer leur gueule, comme tu le dis. Ils doivent continuer à parler pour qu'on sorte de la zone grise. Enfin, il faut quand même rappeler une chose précise. Ces télévisions ont été libérées, entre guillemets, parce que c'est développé de l'étranger, El Magharibia. C'était le point de départ. Le Magharibia a été, on ne le dit pas assez, l'élément qui a fait que, ici au pouvoir, on s'est dit, il faut libérer, etc. Parce que même si elle était mal faite, le Magharibia, c'était un gros défouloir, les gens parlaient, etc. Et donc, il fallait rapatrier un peu ces choses-là et faire concurrence à le Magharibia. Aujourd'hui, s'ils vont rétamer tout le monde, ils vont garder... a priori 4 ou 5. C'est ça l'objectif. Ce qui va se passer concrètement, ceux qui ont de l'argent vont émettre de l'étranger. Il va y avoir des télévisions algériennes vraiment offshore, installées à l'intérieur. Pas ici en Algérie en étant en offshore. Il y aura des télévisions qui s'installeront de l'extérieur. On n'a plus trop le temps, mais quand même, dire un mot. Encore une fois, je reviens à ces gens, des médias qui sont en prison. L'impact, il est immense sur le moral, mais pas seulement, sur le climat de manière générale, mais aussi sur l'avenir et la santé de ces entreprises qui sont en train de mourir. Je pense notamment à Al-Khabar, entre l'histoire avec Kerbrab, le rachat du groupe, et ces journalistes, enfin ces hommes de médias en prison, ça fait un petit peu beaucoup aujourd'hui. Et ils ne sont pas les seuls. Est-ce que vous avez vu des images de Fallujah? Quand on va à la guerre, on ne compte pas les dégâts. Le groupe Al-Khabar qui meurt, c'est rien du tout pour un pouvoir. C'est vraiment rien du tout. Donc, il faut restituer les choses dans leur contexte, dans ce qu'elles valent. J'observe que tu parles d'actes de guerre. D'accord. Oui, là, on est dans une situation où un nouveau pouvoir, si on part de cette hypothèse-là, qu'un nouveau pouvoir veut s'installer de manière non légitime, de manière contestable. Donc, il ne lésine pas sur les moyens. Il fait ce qu'il fait. Alors, quand on regarde tout ça,
du côté du journaliste, on a les réactions qu'il faut avoir. Ça pose pas de problème. De solidarité, y compris corporatiste, c'est pas important. Il y a les positions sur le plan des principes, des libertés. Il y a un préalable aussi qu'on doit, peut-être qu'on devrait rappeler à chaque fois parce qu'il y a un malentendu qui s'installe de temps en temps. Quand on critique ceux qui sont dans l'opposition, ici, du moins ici, c'est que ce qui vient du pouvoir, on n'en a plus rien à faire. C'est au-dessous de zéro, donc ça ne mérite même pas qu'on revienne et critiquer. Ça ne veut pas dire qu'on soutient ou là. Donc, mais quand on est dans ce monde-là, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est une situation où un pouvoir veut s'installer par tous les moyens. C'est pas le groupe Al-Khabar. Je vais vous dire une dernière phrase. Le groupe Al-Barab, mais c'est le groupe Al-Khabar. Le groupe Al-Barab peut être démantelé. Ça passera comme une lettre à la poste. Oui, tu l'as toujours dit. Non, ça passera pas comme une lettre. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Le groupe, c'est vital, c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est un bassin dans la vallée de la Soumam, c'est la ville de Bdjaïa qui est derrière, c'est à la limite, c'est une ouverture de front avec une partie de l'Algérie. Moi, je ne pense pas qu'il y a un programme pour aller jusque-là. Je suis d'accord avec toi, ils n'attaqueront pas le groupe Al-Barab, mais ils massacreront le groupe Al-Khabar. C'est-à-dire, ils choisissent le maillon le plus faible pour frapper et envoyer un message de violence. C'est un message. Cette semaine, ces journées, on est saturé par des messages de violence brutaux. Tout à l'heure d'un millier de morts à Ben Talha. Un fait qui est en train de disparaître de nos mémoires, de la mémoire des Algériens, d'une grande majorité d'Algériens, en une soirée. Oui, on va aller sur le détail. Non, c'est pas tous les Algériens, c'est une partie Barco avec la partie. On va à l'essentiel. Enfin, dans les médias, on en parle pas beaucoup. Dans les histoires de l'année 1987, est-ce que ce qui s'est passé l'été 97 serait moins grave que le démembrement du groupe Al-Barab? Il faut regarder les choses en face. On a fait un peu de chemin quand même, un petit bout de chemin depuis. On n'est pas obligé de revenir en arrière à chaque fois en effaçant tout ce qu'il y a eu entre parenthèses. L'histoire quand même, oui. Là, on doit pas l'oublier. Non, ni on l'oublie, on n'en est pas sorti. Moi, ma conviction, qu'on baigne toujours dans ce clair-obscur qui a été créé durant les années 90. Alors, on n'a pas soldé le dossier. Voilà, on n'a pas soldé le passif. Alors, vous restez, on revient tout de suite après. Cette fois-ci, une question, vous pouvez méditer d'ores et déjà, le temps de la pub. Les peuples peuvent-ils mal voter? On va partir de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, le Brexit. Ça nous interpelle. Et le 26 décembre 91. Voilà. Allez, en Algérie. Et là, tout résumé. À tout de suite. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Vous êtes encore là. Merci de nous accompagner jusqu'au bout. Question, les peuples peuvent-ils mal voter? Alors, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, le Brexit, nous interpelle de sa capacité, le peuple, de sa capacité à décider de son sort, et puis dans des pays comme le nôtre, à réguler la vie politique par le vote. Alors, partons du Brexit, si vous voulez bien. Est-ce que les Britanniques sont en train de changer d'avis et de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, ou est-ce que c'est la presse qui est en train de grossir et une partie des politiques finalement qui n'ont peut-être pas envie que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne? On a envie de dire que ce sont les mêmes qui continuent de défendre les mêmes positions, c'est-à-dire que les élites insérées dans la mondialisation, donc insérées pour ce qui est des Britanniques dans l'Europe, qui ont perdu le référendum, ont tendance aujourd'hui à dire « vous n'avez pas bien réfléchi, on est dans le mur ». Et donc peut-être à exagérer.
Et ceux qui voulaient sortir essayent de tirer profit de ce qui est arrivé. Mais la réalité, c'est que, en fait, effectivement, il y a des dégâts. Et il y a des dégâts au niveau économique. Il y a à peu près 10% de décote de la livre sterling par rapport à l'euro. Donc, techniquement, les Britanniques sont d'un coup un peu moins riches, ils payent un peu plus pauvres. Mais surtout, il y a un inextricable chantier de sortie de l'Europe dont on ne sait pas, dont les Britanniques ne savent pas comment ils vont le conduire. Et c'est à eux de le conduire en priorité, parce que c'est eux qui ont voulu sortir. Donc on peut, de ce point de vue, dire qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à toutes les conséquences avant de sortir. Pourquoi maintenant cette question ? Est-ce que les peuples peuvent mal voter ? Il y a au CPP un point de vue fort selon lequel le peuple a toujours raison, qui, de mon point de vue, est une assertion à discussion, parce que c'est le cœur du principe démocratique. C'est le gauchiste qui dit ça. C'est le cœur du principe démocratique. Non, il faut la soutenir. Il faut l'étayer. Voilà, il faut l'étayer. À la fin de l'année, il faut quand même observer que, une seconde. À la fin de l'année, que le référendum n'a pas été soumis par des gens qui étaient opposés. C'est Cameron qui a proposé le droit. Donc si quelqu'un a mal réfléchi, c'est peut-être Cameron. Oui. Voilà. Alors pourquoi ce type de question est très important ? Parce qu'on est dans une année 2016 où il y a de grandes échéances qui vont nous faire réfléchir sur cette question. Et il y a Donald Trump qui peut devenir président des États-Unis en novembre. Les sondages disent qu'il ne le sera pas, mais on vient de voir ce qui est arrivé en Grande-Bretagne. Il y a en France le FN qui est très haut. On a toujours dit qu'il n'arriverait pas au pouvoir, mais aujourd'hui on doit se poser ce type de questions. Et donc, est-ce que les peuples peuvent se tromper dans leur vote ? Moi, je note d'abord que les Britanniques sont sortis de l'Union de l'Europe et de l'euro. Alors non, que... Ils n'étaient jamais dans l'euro. Je plaisante de la compétition. Là. L'Europe... Ah oui, si ça vous intéresse, l'Europe, de mon point de vue, c'est la plus grande construction du XXe siècle. La construction politique et économique. Après l'humain. L'Europe, c'est deux guerres mondiales. C'est deux guerres mondiales. C'est 100 millions de morts. Durant la première moitié du XXe siècle. La seconde moitié a évité des aventures pareilles, en grande partie grâce à l'Europe, également grâce à la démocratisation, en fait. Voilà. Les Britanniques quittent cette Europe-là, même s'ils devaient gagner, même si leur PIB ou leur revenu personnel devait augmenter de 20%, le fait qu'ils aient passé un demi-siècle sans faire la guerre sur leur territoire, c'est énorme. Ils n'ont jamais vécu ça. Et donc, de mon point de vue, c'est une erreur qui confirme qu'effectivement, les peuples peuvent mal voter. Ils le font assez souvent. On ne va pas oublier que Hitler est venu au pouvoir par les urnes, oui. Mussolini aussi. Si on avait organisé des élections en Iran en 1979, Khomeini aurait été élu à 95%. Donc, une élection n'a de sens que si on regarde bien les conditions dans lesquelles se déroule l'élection, un, et deux, la présence d'institutions solides capables d'encadrer l'élection. Je pense qu'en Grande-Bretagne, c'est réalisé quand même. Oui. En Grande-Bretagne, il y a la liberté d'expression, il y a les médias, il y a des institutions solides, et il y a eu un référendum où la population a tranché de manière correcte. Maintenant, on peut ne pas apprécier le fait qu'ils aient changé, mais reproduire le discours, à mon avis, très méprisant des élites à l'égard de la population qui vote mal, je trouve moi, totalement aberrant, scandaleux, parce que c'est l'expression d'une démocratie. Quand on vote pour une élection, à la limite, qui peut nous desservir, on paye les frais, mais dans 5 ans ou 4 ans, on revote. On est dans un cadre de démocratie. Il peut y avoir un autre référendum à une autre échéance pour réfléchir, mais insulter de manière assez méprisante, c'est-à-dire ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, moi je trouve ça totalement aberrant et insupportable. Dans le sens de ce que tu dis, justement, peut-être que la Suisse aujourd'hui nous montre
tous les jours qu'on peut vivre aisément en dehors de l'Union européenne. C'est peut-être la Suisse. Ce débat alors, évidemment, dès qu'on dit que les peuples peuvent mal voter, comme le vient de le dire, je suis content que ce soit lui qui le formule comme ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le dise aussi clairement, parce que c'est très compliqué. Enfin, moi, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant dans le débat. C'est clivant. Voilà, c'est clivant et c'est en même temps très équivoque. C'est vrai que dans nos pays arabes, il y a, dans notre région géopolitique, il y a ce sentiment très fort que les gens ne sont pas suffisamment bien éduqués pour connaître leurs intérêts, que dès que tu donnes le droit de vote à tout le monde, les gens ils vont voter islamistes, donc mal voter du point de vue d'une grande partie des élites. Et c'est un facteur bloquant pour la modernisation de nos pays. Pour qu'on se modernise, il faut qu'on accepte le suffrage universel et il faut qu'on accepte qu'une majorité, à un moment donné, prenne le pouvoir. Alors c'est... Attendez. Non, laisse-le terminer. C'est pas des phrases. Non, quand je dis que les peuples peuvent mal voter, je ne dis pas qu'il faut refuser leur vote. C'est pour ça que je parlais pas de toi. C'est évident. C'est évident. Mais attendez, mais je sais que c'est pas ce que tu dis. Tu étais pour le. Voilà. L'idée c'est que les gens qui sont contre le vote et contre la démocratie, sous ce prétexte-là, ils vont s'appuyer sur ce type de situation pour dire dès qu'on donne la possibilité au suffrage universel de trancher des questions finalement très compliquées. L'insertion européenne, est-ce que ça apporte de la croissance? Est-ce que ça protège du chômage? Est-ce que ça réduit les inégalités ou est-ce que c'est l'inverse? C'est compliqué. Ouais. Bon, donc, il dit, voilà, Alain Menck l'a dit tout à l'heure, enfin, l'essayiste français a dit dans une déclaration tout à l'heure, la victoire, dans le Brexit, la victoire n'est pas celle du peuple contre les élites, c'est la victoire des gens mal formés contre les gens éduqués. Voilà, la forme de mépris dont parle. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir aller vers ce suffrage-là. On en a besoin pour sortir de là où nous sommes. On en a besoin. Dans quelles conditions? Moi, ce pourquoi je plaide, et c'est pour ça que je trouve que ce qui se passe en Algérie est déplorable, c'est de diffuser de l'information, c'est éviter l'asymétrie de l'information, c'est avoir une fonction pédagogique pour que les gens maîtrisent les sujets, pour qu'ils puissent voter et s'exprimer en toute connaissance de cause à chaque fois. Et c'est pas le chemin que nous prenons. Alors, sur la question, attends, Abed, sur la question, non, attends, Saïd, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on parle. On peut présumer quand même qu'en Grande-Bretagne, les médias étant libres, les gens étaient suffisamment bien informés. Voilà. Alors, ils ont été enfumés pour une partie d'entre eux. C'est clair. On va voir. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de leur propre jeu. Les médias sont dans ce jeu-là. On va voir de toute façon ce qui va se passer pour la Grande-Bretagne. C'est une expérience inédite. Hein. Quand la Grande-Bretagne sort, on va voir ce que ça fait que il y a d'être le en point dehors. de vue que ce ne sera pas possible de réaliser le Brexit. On verra bien. Alors, les peuples peuvent-ils voter? Mal voter. L'expérience 92, là, on a du recul. On peut s'exprimer sur la question. On peut avoir une opinion sur la question. Moi, je continue à considérer. J'ai été contre l'arrêt du processus électoral et je maintiens que c'était une erreur fatale et que, à ce moment-là, le principe démocratique a été fortement atteint en Algérie. Aujourd'hui, l'incapacité des élites à mobiliser sur ces thèmes de liberté démocratique tient au fait que les classes populaires sont totalement dans une méfiance à l'égard de l'idée démocratique qui a été atteinte en 92. Vous avez des gens qui ont voté, qui ont gagné, qui se retrouvent dans des camps dans le sud. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à enlever dans la tête des gens. Et donc, quand il y a eu janvier 2011, il fallait aller à la place du 1er mai. Tu avais le Saïd Saadi, etc., qui appelait les gens à sortir, et les autres leur disaient « Mais ça va pas, vous oubliez que ce qui s'est passé en janvier 92, on est totalement dans le malentendu, parce que, en plus, je tiens quand même à le rappeler que l'arrêt du processus électoral s'est accompagné d'un discours haineux sur les gueux, on va pas jouer l'avenir de l'Algérie avec 7 millions d'analphabètes. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un débat haineux, et on a même développé l'idée qu'en fait, dans ce pays, il faut instaurer le suffrage censitaire. Et donc, le Brexit me rappelle, moi, des débats qui m'horripilent. La question, en fait, c'est pas est-ce qu'on a eu raison ou pas d'arrêter le processus électoral. La question, c'est est-ce qu'on a ou mal voté. Je vais vous dire mon point de vue. Je vais vous dire mon point de vue sur la question. Alors, le suffrage universel, le principe démocratique,
c'est le pouvoir à la majorité. Arithmétiquement, il devrait toujours y avoir des partis populaires, des partis qui défendent les intérêts des couches populaires au pouvoir, parce que mathématiquement, dans toute la planète, les défavorisés, les classes populaires sont les plus nombreuses. Donc, si cette catégorie de population, qui est la majorité, était formée à l'idée civique, impliquée dans la vie citoyenne, dans la vie publique, et exprimer son suffrage politique. Si elle le faisait systématiquement, les élites, forcément d'argent, et les autres élites ne pourraient pas gouverner. Ne pourraient pas, parce que mathématiquement, ça fonctionne pour la race. Ça fonctionne en Afrique du Sud. Les Blancs savent qu'ils ne reviendront jamais au pouvoir, c'est comme ça. Ça fonctionne sur d'autres catégories, en Inde, peut-être. C'est une grande démocratie, là. Voilà, c'est une grande démocratie. C'est la plus grande démocratie. Voilà. Donc, sur le plan social, s'il y avait une conscience de classe, les classes populaires seraient toujours au pouvoir. Donc, ce que dit Saïd n'est pas vrai. Les gens peuvent ne pas voter dans le sens de leurs intérêts. Il y a des Américains pauvres qui votent pour un milliardaire qui s'appelle Donald Trump. En 80, voilà. Alors, je n'ai pas dit que... Non, je ne porte pas de jugement sur le vote des gens. Je dis, on respecte le vote des gens. Voilà. C'est très différent. Il peut y avoir des gens qui sont des ouvriers qui... Donc, tu ne réponds pas à la bonne question. Tu ne réponds pas à la bonne question. La question, c'est pas est-ce qu'il faut répondre ou pas. Est-ce que les gens peuvent voter contre leur intérêt. C'est ça la question. C'est pas... Respecter... Non, mais il y a une question corrélative. C'est-à-dire, les gens... Attends, les gens peuvent voter contre leur intérêt. Est-ce qu'il faut les punir? Or là, on est... C'est pas la question qu'on a posée. La question qu'on a posée, c'est est-ce que les... concrète, en 92, est-ce qu'on aurait pu voter FFS au lieu du FIS? Voilà. Est-ce que c'était possible, puisqu'on dit aujourd'hui... La question qu'on pose aujourd'hui... On aurait pu rester dans la légalité et gérer un problème posé par un vote qui était inattendu pour le régime ou indésirable, peu importe, mais on aurait pu rester dans la légalité sans s'attaquer aux principes démocratiques. C'est ça le débat. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour la question du Brexit, ce qui change par rapport au vote traditionnel européen, c'est que cette fois-ci, c'est une décision sans retour. Il n'y a pas d'alternance en vue. Tu es en train de parler du Brexit? Oui, je parle du Brexit. Oui. Mais les Britanniques, je ne reviendrai pas, je dis... non, j'ai posé une question à Abed. Allez-y, d'accord, allez-y, j'ai posé une question, tu ne peux pas revenir sur le Brexit, je me demandais... Mais il fait le lien. Il faut le lien. Non, il ne veut pas parler des années 90. C'est important, c'est juste important. On est revenu aux années 92 et on se demande si, à ce moment-là, les Algériens ont bien ou mal voté. Alors, s'ils ont mal voté, c'est qu'ils ont voté FIS, on s'en souvient, c'est écrit dans l'histoire. S'ils ont mal voté, ils auraient pu voter autre chose. Et à ce moment-là, il y avait le FFS. C'est un jugement politique que tu demandes. Si je suis anti-islamiste, je dirais qu'ils ont mal voté. Si je suis pro-islamiste, je dirais qu'ils ont voté. Attends. C'est une question. Mais même aujourd'hui, ce qui est arrivé après l'arrêt du processus électoral, c'est qu'on est revenu à très loin en arrière et tous les acquis qu'on a eu après octobre ont été balayés un par un jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très loin en arrière, même s'il y a une multiplicité de médias, de journaux, etc. Mais en termes d'ouverture qu'il y a eu entre 88 et 92, on est très loin. Oui. Si tu voulais dire quelque chose, je peux enchaîner sur quelque chose qui peut après donner envie à Abed de reprendre la parole. Je pense... Attends, je me demandais, si on vote mal, finalement, c'est parce que soit on a été mal guidé, ou on n'a pas été guidé qu'on s'entende bien. Du tout. Le Brexit, j'ai suivi un petit peu la campagne électorale, la campagne qui a précédé le vote, et il n'y avait aucun argument pour vendre l'Union européenne. Dans les années 92, quel était le cas? Est-ce qu'on peut se projeter? Alors, ça peut être qu'elle parle du Brexit. Non, je ne veux pas dire ce qui lui plaît, donc ce n'est pas utile. D'accord. Moi, je pense que... Qu'est-ce que c'est un mal voté, en définitif? Mal voté, c'est faire le point 10 ans après et se rendre compte qu'au moment où il y a eu un vote, on est rentré dans un processus qui a dégradé la situation du pays, qui a dégradé les institutions, qui a créé du chaos, qui en tous les cas n'a pas fait avancer les choses. C'est ça. Donc, de ce point de vue-là,
le fait d'avoir donné une majorité absolue ou quasi absolue au premier tour au FIS en 1991 peut être interprété comme un mauvais vote parce que c'est une solution non opératoire qui a été proposée par le peuple. Parce qu'il faut rappeler que le FIS, à ce moment-là, disait la charia, la dustour, la riasiyat mubasharatan et l'akhir. Ils n'étaient pas pour l'alternance. Donc, de ce point de vue-là, c'était un vote qui allait provoquer un conflit. Évidemment, la réaction a précipité ce conflit et donc, il y a une... Voilà, c'était pas la bonne réaction. Bon, on est d'accord sur ça. Mais on peut, avec le recul, dire que c'était pas un bon vote. Alors, aujourd'hui, pour éviter des mauvais votes, voilà, on a des mécanismes. On s'imprègne de ce que font les autres pays, les autres institutions. Le système de vote uninominal à 2 tours était un mauvais système. C'était la roulette russe. C'était un siège, la proportionnelle permet d'amortir les chocs. En Espagne aujourd'hui, Rajoy est arrivé en tête, mais il ne peut pas encore gouverner seul. Il doit tenir compte du reste du spectre politique. Voilà, donc il faut aujourd'hui donner plus de pouvoir au Parlement, ne pas être derrière un homme providentiel. C'est aussi une garantie qui permet de protéger le système, etc. Il y a plein de mécanismes comme ça qui peuvent faire en sorte que, éventuellement, du point de vue de la trajectoire de l'histoire, un mauvais vote populaire peut être corrigé par des institutions équilibrées. Abed? Un mauvais vote en Algérie n'a pas le même sens qu'un mauvais vote en Grande-Bretagne. C'est totalement différent parce que là, il y a des institutions qui fonctionnent. On oublie qu'en France, il y a eu un référendum sur le traité européen qui a été rejeté et Sarkozy a contourné ce référendum par d'autres moyens. Donc, on peut passer outre l'expression de la souveraineté, de la volonté populaire. Il l'a montré. Maintenant, c'est pas le vote n'est pas la fin du monde. C'est pas comment dire. C'est pas le moment le plus important. Le vote consacre un parcours politique ou bien il annonce le départ d'une étape politique. Mais en parallèle, il faut qu'il y ait les garde-fous nécessaires, les institutions qui fonctionnent et des garanties pour les perdants. En 92, moi j'étais pour la poursuite du processus électoral, mais je dis que ceux qui étaient contre la poursuite du processus électoral n'étaient pas totalement dans le tort parce que beaucoup de gens avaient réellement peur et de mon point de vue, cette peur était justifiée. Le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas de garantie pour les perdants. C'est ça le problème. En Algérie, demain, dans les années qui viennent, on va faire des élections. Ça va être des élections béni par l'opposition, parce que le président Bouteflika leur a accordé la commission de surveillance des élections. C'est une revendication de l'opposition. Donc, c'est la commission officielle de validation de la fraude. Mais qu'est-ce que ça offre comme garantie institutionnelle? Aucune. C'est ça le problème. C'est les verrous constitutionnels, c'est les garanties pour les perdants et c'est la possibilité de construire des parcours pour la suite. C'est ça le vote. On peut rappeler quand même pour inscrire dans le marbre le caractère sacré du vote, c'est que les Algériens ont récupéré leur souveraineté à l'issue d'un référendum qui a ponctué les années de guerre de libération nationale. Ils ont répondu à la question, vous voulez être indépendant ou pas? Et ils ont répondu oui. Donc c'est quand même, on peut faire confiance au peuple dans les situations limpides. Dans l'absolu, quand on a des institutions, on vote mal. Et après, on répare dans les 4 ans après. C'est comme ça. Et d'une certaine manière, tout le monde n'arrête pas de voter mal et de se reprendre et de renvoyer les gens qui gèrent mal. On leur demande des comptes après 4 ans. Vous avez mal travaillé, on vous renvoie. On s'est trompé il y a 4 ans. Aujourd'hui, on ne se trompe pas, on vous renvoie. C'est ça la vertu de la démocratie qu'il faut défendre. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, pour l'Algérie, à la limite, l'enjeu n'est pas d'avoir un bon vote à la prochaine élection, c'est exclu, mais de se demander est-ce que le pays est en train de construire les institutions qui vont, dans 5 ans, dans 10 ans, organiser le vote de manière transparente avec la neutralité de l'armée,
La neutralité de l'administration, de la justice, c'est tout ça qui se construit. Et le vote est quelque chose de totalement secondaire quand il y a tout ça. Quand il y a une administration neutre, une justice neutre, ça y est, c'est bon, c'est joué. En d'autres termes, à investir dans la démocratie, quoi, Oui. aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une belle semaine. On vous souhaite bonne fête à l'avance. Sahaïdkom, ça va tomber jeudi prochain, c'est plus late, donc un jeudi, probablement. Sahaïdkom. On ne sera pas là jeudi prochain, cause les fêtes. On vous donne rendez-vous jeudi d'après. Merci d'être patient et nous retrouver. Ce sera un plaisir de vous avoir parmi nous. À très bientôt.